Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Notre débat, 9h30, 10h, avec question ce matin, la question du jour. Écran pour les enfants, l'interdiction est-elle la solution ? Je rappelle que chacun cherche des solutions face à ce que l'on appelle l'hyperconnexion subie des enfants. Un rapport a été remis hier à Emmanuel Macron. Il préconise d'interdire l'usage des écrans et des téléphones portables aux plus jeunes et d'en limiter drastiquement l'accès aux adolescents. Dans ce rapport, une centaine de pages, la Commission recommande, pour tenter de reprendre le contrôle, la Commission recommande d'empêcher tout usage des écrans pour des enfants de moins de 3 ans, un accès fortement limité entre 3 et 6 ans avec des contenus de qualité éducative et accompagnés par un adulte. Pour les portables, la Commission préconise son interdiction jusqu'à 11 ans, un téléphone sans Internet jusqu'à 13 ans, donner un smartphone sans accès aux réseaux sociaux après 13 ans, puis ouvrir cet accès à partir de 15 ans uniquement sur des réseaux éthiques. Dites-moi, c'est strict ? Qu'en pensent nos invités? Eh bien, nous allons savoir tout de suite avec nous Nawal Aboub, qui est docteur en sciences cognitives. Bonjour. Bonjour. Spécialiste du développement du cerveau et apprentissage, auteur de La puissance des bébés chez Fayard. Et puis le docteur Sylvie Diosica. Bonjour. Bonjour. Pédiatre, membre du collectif Surexposition Écran, responsable de la consultation hospitalière pédiatrique Surexposition Écran à l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Auteur de Les écrans, 10 clés pour les utiliser en famille de manière raisonnée, aux éditions Hatier. Bien, ces recommandations. Que pensez-vous de ces recommandations, Nawal Aboub ? En tout cas, en ce qui concerne les tout petits, c'est pas nouveau. L'interdiction au moins de 3 ans, c'était déjà en 2008 par l'ARCOM, l'ancien CSA. On n'a pas vraiment évolué sur cette question-là, donc on est resté similaire. Je pense que par contre, les mesures pour les plus grands sont beaucoup plus restrictives que ce que j'aurais imaginé. Ça, c'est sûr. Trop restrictive ? Par rapport à d'autres pays, oui, elles le sont. Mais la France a toujours été très restrictive et justement très stricte en fait sur le rapport aux écrans. Nous, on est un pays où justement l'accès à ces technologies, on veut les restreindre le plus tôt possible. Qu'en pensez-vous, docteur ? J'en pense du bien, parce que je suis enfin contente qu'on protège les enfants, les adolescents. Je rappelle que la pédiatrie, ça va de 0 à 16 ans. Donc je vois des grands comme des petits. Je suis ravie, évidemment, pour les moins de 3 ans que les choses soient officialisées. Alors c'est vrai que ça a toujours été, mais c'est absolument pas respecté, parce que les gens ne sont pas suffisamment informés suffisamment tôt. Moi, j'ai une consultation sur exposition écran où je vois des enfants de 3 ans et qui ne parlent pas, et qui sont exposés depuis l'âge de 6 mois, par exemple. Que les parents vous amènent ? Parce qu'ils vont pas bien, parce qu'ils ne parlent pas, et qui sont exposés depuis très longtemps aux écrans, et que souvent l'information malheureusement ne leur a pas été donnée ou de façon assez claire, et qui ne savaient pas les enjeux, les risques qu'ils prenaient en utilisant les écrans. Et protéger les ados, c'est indispensable. On a enfin compris qu'il y avait un problème sous-jacent majeur qui est celui de la captologie. Enfin, on distribue des objets pour capter notre attention. On en est tous victimes, vous, moi, ainsi de suite. Bien sûr, d'accord ? Bien sûr. Eh bien, il n'y a aucune raison que les adolescents qui sont vulnérables par définition, simplement ados, enfants et bien sûr le tout petit, ne soient pas captés en permanence. On ne peut pas lâcher. C'est un peu caricatural, mais c'est donner une drogue à un enfant et on ne le protège pas. Les emprisonner. Mais on ne les protège pas. Donc là, moi, je suis ravie qu'il y ait un moment une protection. Et puis après, il faudra expliquer, ainsi de suite. Mais il y a besoin de protéger. Alors, ce sont des recommandations, je le rappelle. Absolument. Nous allons voir ce que va en faire le gouvernement, ce que vont en faire les élus. Mais comment empêcher tout usage des écrans pour des enfants de moins de 3 ans ? Moi, je me pose la question, comment fait-on ? C'est pour ça que justement cette question est très intéressante. Moi, je travaille dessus depuis plus de 10 ans parce que le sujet des écrans, c'est un sujet central dans la parentalité, même dans notre société. Moi, j'ai toujours été partisane de regardons les consensus scientifiques. Qu'est-ce que la littérature scientifique nous dit sur ces sujets ? Alors, c'est vrai que dès qu'on parle des enfants, des populations vulnérables, on a une alerte très très forte. Donc on se dit tous, est-ce que c'est un danger ? Quand on regarde la littérature, on voit dès qu'il y a eu des avancées technologiques comme la radio, on a eu en 1940 des écrits d'une pédiatre qui disait les effets de la radio, ça allait même que l'effet de l'alcool sur les enfants. Et donc on a toujours eu peur, et c'est à raison en réalité. Or, il est vrai que la littérature scientifique nous dit aussi que les écrans pour les moins de 3 ans, dans certaines conditions, peuvent être bénéfiques. Alors
encore une fois, tout excès est négatif. D'accord ? Moi, ce que j'aime bien vous n'êtes pouvoir... pas d'accord, je sens. Ça peut être bénéfique, ça peut être bénéfique dans certaines conditions. Par exemple, à 18 mois, on sait que les enfants sont réceptifs dans le chat vidéo, quand on discute via des visios. Vous voyez ? Oui. Donc quand on a une famille où on est tous éloignés les uns des autres, c'est plutôt bien d'utiliser cet outil pour les enfants et de pouvoir discuter avec ses grands-parents qui sont peut-être à des milliers de kilomètres de chez nous. Donc ça, c'est des outils, par exemple, qu'on peut avoir. Ensuite, on a aussi d'autres effets sur le langage qui peuvent être aussi bénéfiques, avec des petits tous bruns où il y a des histoires de morale, où on peut discuter avec les enfants. Donc encore une fois, tout ça, c'est encadré, c'est un outil. Il faut comprendre les opportunités et les risques. À condition que le parent accompagne l'enfant. Ce n'est pas la vraie vie. Alors déjà, on peut parler de PubMed, publication médicale, effectivement. Il n'y a à ce jour aucune étude qui montre un bénéfice. Elles sont toutes pour les moins de 6 ans et encore moins pour les moins de 3 ans, de façon dans des grandes cohortes longitudinales. Elles montrent soit un avis de précaution, voire négatif. Et après, il faut se remettre dans la vraie vie. Effectivement, se retrouver en vidéo avec la famille et la grand-mère éloignée, c'est une très bonne chose. Et évidemment qu'on ne va pas l'empêcher, que c'est pas un souci. Et regarder un choupi sur les genoux de son papa en discutant et en échangeant pendant 5 minutes, on n'en est pas là, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a une captation de l'attention de l'enfant par tous les systèmes qui sont donnés par YouTube, Kids et autres. Et ça, c'est la vraie vie de tous les jours et des parents qui nous écoutent. C'est vrai qu'il suffit de prendre le train et de voir des enfants de moins de 3 ans qui, pendant 3 heures, 4 heures, sont devant un écran. Tout ça pour la tranquillité des parents. C'est pas pour le bien-être de l'enfant, c'est pour la tranquillité des parents. Ou la tranquillité des autres voyageurs. Et des autres voyageurs aussi, oui. Et pour la tranquillité des autres voyageurs. Bien, mais je veux bien. Bon, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le danger des écrans à moins de 3 ans. Vous pensez qu'il n'est pas total, ce danger, vous dites... Parce qu'on n'a pas parlé depuis le début de la façon dont c'est utilisé dans les familles. Bien sûr. Ça commence à la maternité. Ça commence à la maternité et il y a un autre souci majeur qui a un impact très important chez les enfants et ils en parlent dans le rapport, c'est la technoférence. C'est-à-dire l'utilisation de l'écran par le parent ou l'adulte qui est responsable de l'enfant, qui n'est donc plus disponible pour son enfant de façon riche et correcte. Et donc il ne peut plus échanger avec son enfant de façon adaptée. Et le langage s'installe de cette façon-là dans les familles. C'est en regardant son bébé, en lui parlant et en étant disponible que les choses vont bien se passer. Vous êtes d'accord ? En fait, la problématique des écrans, pour moi, on ne peut la comprendre que si on la pense dans un environnement qui est multifactoriel. Le développement du langage des enfants, moi j'ai travaillé dessus pendant des années parce que je trouve ça magnifique, c'est vraiment incroyable. Ça commence 1 mois à la naissance et ça repose sur plein de facteurs, notamment l'interaction entre le parent et son enfant, aussi les professionnels que l'enfant va rencontrer. Et les enfants ne naissent pas tous égaux dans les mêmes familles. On n'a pas le même type de stimulation. Voilà, donc les problématiques des écrans, quand on regarde dans la littérature scientifique, tous les enfants ne sont pas concernés. Les surexpositions, on les voit entre 5 à 10% de la population, à plus de 2 heures, 3 heures. Ça, c'est les chiffres de l'INSERM de 2021. Et donc, du coup, quand on parle de surexposition, il n'y a pas tous les enfants. Déjà, c'est la première chose. Et quand on regarde qui sont ces enfants, on voit bien que ce sont dans des populations vulnérables, des familles isolées, des familles monoparentales. Ce n'est plus vrai. Pas forcément. Ça, c'est les chiffres de la recherche. Je n'invente rien. Moi, je me pose toujours sur des faits. Et donc, du coup, par rapport à ça, en fait, c'est toujours important de pouvoir repartir un petit peu, de dire finalement, si on fait des politiques publiques ciblées sur les écrans, regardons qui on doit cibler, qui sont concernés par cette question et comment aider ces parents. Politique ciblée, comment empêcher tout usage des écrans pour des enfants de moins de 3 ans ? Comment ? Éduquer les parents et informer surtout les parents. Parce qu'on les critique beaucoup, les parents, mais on les a pas informés de façon correcte et assez précoce. Encore une fois, à la maternité, et après, ça doit être pris en charge par tous les intervenants autour de l'enfant, que ce soit les médecins, les pédiatres, pour informer, pour dire, voilà, si c'est utilisé de telle façon, ça se passera bien. Alors, attention, on a parlé de familles vulnérables, on est toujours en train de stigmatiser quand même ces familles. Moi, je suis désolée, depuis le Covid, depuis cette période difficile, très clairement, dans ma consultation, je vois des enfants tout venant et d'origine extrêmement variée. Le télétravail a aggravé beaucoup les choses également. Et donc, ce qui est une tendance liée au Covid et ce qui fait qu'on se retrouve avec des familles de tous les niveaux socio-économiques. Et les choses sont en train de changer également dans les études. Alors, que recommandent encore ces experts ? Un accès fortement limité entre 3 et 6 ans avec des contenus de qualité éducative et accompagnés par un adulte. Vous êtes d'accord ? Moi, je pense que...
par rapport à l'utilisation des écrans, comme vous l'avez très bien dit, pour moi, l'arme la plus puissante, c'est l'éducation, la formation, pouvoir comprendre que ces outils sont des opportunités et il y a des risques. On doit évidemment protéger les enfants d'un certain nombre de choses, de contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge, comme on l'a fait pour les livres. C'est le rôle des parents de protéger les enfants. On a le rôle des parents, mais moi, ce que je trouve assez difficile dans cette question des écrans, c'est qu'on fait reposer la responsabilité uniquement sur les parents, mais tout le monde est concerné. L'État est concerné, ces plateformes sont concernées, nos politiques publiques de la petite enfance et d'autres politiques éducatives sont concernées, tout le monde est concerné. Mais il n'y a pas d'écran dans les crèches. Il n'y a pas d'écran dans les écoles maternelles. Malheureusement, il y en a. À certains endroits, il y en a. Est-ce qu'il y en a trop ? Oui, il y en a trop, mais déjà, il faut protéger les crèches, il faut protéger les assistantes maternelles, et c'est dit dans le rapport. Et justement, le rapport de la Commission dit qu'on a mis trop de responsabilités sur les parents et qu'il faut d'abord les informer, effectivement, de façon honnête et très précoce. Et bien sûr qu'il faut protéger le 3-6 ans, qui est aussi dans une période où il doit apprendre énormément de choses. Alors, bien sûr que ça dépend des contenus. Le problème, c'est que quand vous vous retrouvez sur YouTube ou autre, vous pouvez tomber sur n'importe quel contenu. Et donc, il y a des contenus tout à fait inadaptés. Il faut savoir aussi un truc important, on parle beaucoup d'éducatif, on parle beaucoup de pédagogie, on parle d'application pédagogique par exemple, aucune n'a montré sa valeur pédagogique. Une existe, qui a existé, qui s'appelle Sesame Street, où il y avait des gens sérieux qui ont travaillé sur le sujet et qui ont donné aux enfants des formes éducatives et travaillées par des professionnels. Actuellement, ce n'est pas le cas. Donc apprendre l'alphabet à 3 ans, c'est juste le répéter et ce n'est pas pédagogique ni éducatif. Arrêtons de mettre les enfants sur ce genre de choses, ils apprennent beaucoup mieux dans les yeux de leurs parents. Alors, par rapport à ça, il y a quand même un certain nombre de recherches qui ont montré des effets de certains outils pédagogiques utilisés par le numérique, qui ont fait leurs preuves, qui sont même évalués par des laboratoires, notamment sur l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage des mathématiques, qui ont fait leurs preuves à la suite de ce qu'on appelle, nous, des essais randomisés contrôlés qui nous permettent d'évaluer l'efficacité d'une pédagogie. Donc, le numérique, encore une fois, c'est un outil au service de notre pédagogie, au service de nos enfants. Évidemment, quand on regarde, si on prend du recul, ça fait pas si longtemps, en fait, que ces tablettes, ces téléphones sont entrés entre nos mains. Quand on prend du recul, on est toujours en train de faire des essais, des erreurs. Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas ? Faut-il mettre entre les mains des enfants entre 3 et 6 ans des tablettes ? On est avec un adulte responsable, disponible, qui lui-même n'est pas avec son écran dans la main et donc non disponible, et que le contenu est de qualité et qu'il y a un début, un milieu, une fin, et que ce n'est pas le processus justement de la captologie où ça ne s'arrête jamais, pourquoi pas. Mais en fait, un enfant, il a beaucoup plus besoin de sortir, d'échanger, de faire le quotidien avec ses parents, et c'est comme ça qu'il va apprendre. Vraiment, c'est des notions importantes. Alors, je reviens sur les applications que vous nommez. Il s'agit d'applications dans les laboratoires. Et pour l'instant, il n'y en a pas qui sont accessibles aux parents tout venant. Il ne faut pas l'oublier. Parce que sinon, après, il y a une confusion dans ce qui est dit et qu'on va chercher dans un petit coin une application qui serait peut-être pédagogique pour mon enfant et qui me remplacerait et qui ferait mieux que moi. Non, les parents font mieux que toutes les applications existantes. Bien, nous allons parler des 11 ans maintenant. Juste après la pub, pour les téléphones portables, la Commission préconise l'interdiction jusqu'à 11 ans. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Les écrans et les jeunes. La commission qui a travaillé sur ce sujet, sur l'hyperconnexion subie des enfants, préconise l'interdiction de téléphones portables jusqu'à 11 ans. Vous êtes d'accord ou pas, Nawal Aboub? Alors, moi, personnellement, mon avis, c'est surtout la prévention, l'éducation, la formation. Donc, l'interdiction stricto sensu, pour moi, c'est toujours une erreur. En fait, la Commission dit aux parents, ne donnez pas de téléphone portable avant l'âge de 11 ans. C'est ce que la Commission dit. À mes yeux, le numérique fait partie de nos vies. Le numérique fait partie de nos vies, font déjà partie de la vie de nos enfants, vont être dans leur futur métier. Donc pour moi, si on interdit quelque chose dont on a besoin plus tard, pour moi c'est une erreur. Je pense que c'est dès lors que justement on a ça dans les mains, il faut leur apprendre. Qu'est-ce qui est justement une opportunité dans ce type de téléphone ? L'accès à cette information-là, par exemple. Moi, je me souviens à mon époque, on regardait dans les encyclopédies, on allait dans les bibliothèques, on regardait. Maintenant, l'information est à portée de nos doigts. C'est assez incroyable. D'ailleurs, elle est gratuite. Oui, voilà. Et donc du coup, justement, c'est justement ça la question de la pédagogie. Comment on indique à nos enfants quel type de sources ils doivent aller chercher par rapport à ça. Comme on a appris à aller chercher cette encyclopédie versus une autre. Quand l'enfant est seul, pardon Nawal Aboub, mais quand l'enfant est seul. La pédagogie, c'est justement prendre par la main jusqu'à ce qu'il soit seul et être autonome pour pouvoir être responsable de pouvoir faire leur choix. Souvent, il a un téléphone portable avant 11 ans, il l'utilise seul, ce téléphone portable. Oui.
Et ben quand on met ces téléphones dans les mains des enfants, justement, on les accompagne, on leur explique comment s'en servir. On peut donner un téléphone portable à partir de quel âge ? Écoutez, du moment qu'on en a besoin pour faire quelque chose de précis, notamment par exemple quand on est au collège, on doit avoir accès à certaines applications pour par exemple les pronotes ou ce genre de choses où il y a justement des informations qui sont en ligne pour son agenda, ses devoirs, etc. Donc quand c'est utile, on en a besoin. Donc en pourquoi fait, l'éducation nationale qui encourage l'usage du téléphone. C'est soulevé par la commission. Il y a un problème d'ailleurs, et comme a dit monsieur Attal, balayons devant sa porte pour l'éducation nationale. Il y a quand même un souci. Effectivement, l'accès à l'Internet et le fait que les enfants soient obligés d'aller sur Pronote à n'importe quelle heure, ainsi de suite. Donc d'ailleurs, la commission propose que ça soit cadré. Mais je répète, un enfant, il a besoin d'être en contact avec ses parents quand il sort. C'est d'ailleurs pour ça que ça arrive au collège. Donnons-lui un téléphone. Je rappelle, un téléphone, ça sert à téléphoner avec la possibilité de faire des SMS. L'accès à Internet doit être encadré, comme vous l'avez dit. Sans accès à Internet. Mais c'est ce que propose la commission à juste titre, parce que dans la commission, il y a des gens qui voient des enfants et des adolescents en grande souffrance. Et bien sûr que l'enfant va accéder à l'Internet à la maison, en compagnie d'un parent, d'un adulte disponible et avec un temps dédié, et pas dans sa chambre tout seul, où il va se retrouver sur un site pornographique ou sur des sites violents, et qu'il n'y aura aucun filtre. Donc jusqu'à présent, un téléphone sans Internet, voire 15 ans. Voire 15 ans. Oui. Vous faites la même recommandation, Nawala Boub ? Moi, personnellement, je suis contre l'interdiction. Ça, c'est mon point de vue. Je le défends depuis déjà 10 ans. Mais par contre, moi, ce que j'ai vraiment envie de souligner, c'est vrai que c'est très important. Il faut être très, très vigilant sur l'accès à Internet. Et surtout, c'est les réseaux sociaux, quand même. Parce que c'est finalement qui fait le plus peur à nos enfants, puisque les réseaux sociaux... Comme sans accès aux réseaux sociaux après 13 ans. Jusqu'à 15 ans, c'est ce que recommande la Commission. Et recommande des réseaux sociaux éthiques. Alors là, il y a un gros boulot à faire, évidemment. Mais attendons, l'Europe va probablement bouger avec le DSA et le DMA, qui sont quand même un système qui va nous permettre peut-être d'obtenir les algorithmes des réseaux sociaux, savoir les réguler, pour pouvoir protéger au mieux justement les enfants. On leur met un objet addictif par nature, ou quand vous retrouvez sur TikTok avec la spirale de TikTok, lisez Amnesty International, vous allez voir ce qui se passe. Et moi je les vois, ces enfants. Quand on est dans un laboratoire, on fait des tas de choses merveilleuses, mais moi je suis au contact des familles, au contact des parents qui sont en détresse avec leurs adolescents, qui vont mal parce qu'ils se retrouvent totalement influencés dans les réseaux sociaux, ou qui passent des heures, des nuits sur les jeux vidéo et qui ne dorment plus. S'il y a une chose sur laquelle on a tous été d'accord, je pense, et la Commission le dit, c'est sur le sommeil. Et quand vous touchez le sommeil en qualité, en quantité, les adultes aussi, mais les ados aussi, eh bien vous allez mal sur plein de sujets. C'est leur problème, ils sont responsables de leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Et malheureusement, c'est mauvais pour eux. Mais bon. Mais ce qui est plus grave, ce sont les enfants. Absolument. Et, les enfants. Et les adolescents. À mes yeux, il faut. Oui, mais à vos yeux. À mes yeux, il faut faire attention à pas mettre l'écran égal danger. Ça, pour moi, c'est une erreur qu'on peut faire justement dans la prévention et l'information. Parce que les réseaux sociaux. Si on ne dit pas à l'enfant que c'est dangereux. Alors, il y a on fait un encore une fois, un outil pour moi, il y a des opportunités et puis il y a des limites. Ces limites-là, évidemment, on est tous face, on sait qu'il y a des dangers, il faut les prévenir, il faut leur dire justement que leurs images peuvent être utilisées, etc. Mais il y a des opportunités avec les copains sur TikTok. Ou les copines, ils oublient le danger. Mais en même temps, sur les réseaux sociaux, moi je les entends, parce que moi je suis enseignante, je suis au contact, je suis chercheuse de formation, mais je suis également praticienne de terrain, je les entends, ils développent des choses incroyables sur les réseaux sociaux, enfin, il y a des mouvements qui se créent, il y a une communauté qui se crée, il faut quand même se dire qu'il y a des effets, moi je les vois, ils se sont soutenus pendant le Covid grâce à ça. Ils ont pu justement avoir des accès à des choses à distanciel. Enfin, ça a été vraiment un outil incroyable. Donc, quand bien même on a des risques sur lesquels évidemment il faut les prévenir, mais on est tous, j'ai envie de dire, vous savez, on parle toujours des ados parce qu'on a peur pour eux, ces populations vulnérables, etc. Mais ils sont plus intelligents que ce qu'on imagine. Quand on leur apprend des choses, quand on leur explique justement un certain nombre de choses, ils sont en mesure de pouvoir prendre leurs responsabilités et de pouvoir aussi comprendre que ça, c'est dangereux. Je pense qu'ils ont besoin des outils sociaux, ça s'apprend comme nous, on l'apprend tous les jours au quotidien, parce que même nous, on est face à ça. Et informés. C'est important qu'ils soient protégés, et ils ne le sont pas actuellement. Ils se retrouvent, je répète, la spirale TikTok, il n'y a aucune protection. Ces jeunes filles qui se carifient, ces jeunes filles qui ne supportent pas leur corps, qui sont soumis à ces filtres et qui se retrouvent avec des troubles du comportement alimentaire, il faut les voir. Bien sûr qu'il y en a qui vont très bien, et comme dans toute situation, il y a des groupes d'ados suffisamment cadrés, suffisamment aidés, suffisamment informés auprès de leurs parents, d'autres adultes, pour aller bien. Mais malheureusement, la plupart se retrouvent dans leur chambre, tout seuls, face à cet écran, face à ces réseaux sociaux, ces jeux vidéo, à la pornographie, et ça commence à 8 ans, à 9 ans. Donc il y a bien un problème. Il faut bien les protéger.
il faut bien les informer. Et ce n'est pas vrai de dire que le parent va être là, à côté. C'est un monde qui n'existe pas. Est-ce que les informer, c'est suffisant? Pour moi, c'est l'arme la plus puissante qu'on a en prévention. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui a fait preuve, et c'est ce qui fait preuve. Culpabiliser ne sert à rien. Mais on n'est pas en train de culpabiliser. Il n'y a aucune preuve, même d'ailleurs, c'est dans les preuves scientifiques qu'on peut avoir, on sait que la prévention, ce sont de temps long. Quand on regarde ce qu'on a fait par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, par rapport à plein de choses, on a vu qu'il a fallu des années pour mettre en place des choses, pour que les gens puissent s'approprier un certain nombre de choses. Alors, c'est ce qu'on dit sur les écrans. Vous n'imaginez plus actuellement avoir un bébé dans les bras avec une cigarette. Et l'alcool, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des interdits pour les écrans? Auparavant, on n'avait pas le droit d'acheter un Playboy ou autre, je vous rappelle, il y a 20 ans, et tout le monde était incriminé si c'était le cas. Pourquoi maintenant il peut aller sur un site porno autant qu'il veut? À n'importe quel moment, on dit qu'il a plus de 18 ans. N'importe quel gamin va appuyer en disant qu'il a plus de 18 ans. C'est pourquoi la question des écrans, elle doit être une responsabilité de tous. Et on doit évidemment légiférer sur un certain nombre de sujets pour protéger. Donc il faut légiférer. Ça dépend de quel point de vue on se trouve, ok? Là, depuis tout à l'heure, notre situation, on est au niveau des parents. Comment faites-vous pour prévenir la pornographie sur écran, la vision de sites pornographiques chez les jeunes? Comment faites-vous sans interdiction? On parle de viol psychologique, c'est ce qui se passe quand ils voient le porno actuel auquel ils ont accès. Eh bien, on informe. Du côté des parents pour qu'ils puissent s'en saisir, des enfants. Vous savez, en réalité, cette question-là, c'est pas juste l'écran. Là, on parle d'un problème plus sociétal. Hein. On parle de justement finalement comment ces outils ont transformé nos vies, comment le numérique est en train de remettre en question des choses, etc. Et on voit que ça avance. Enfin, je veux dire, la France a été très stricte sur plein de sujets où d'autres pays n'ont pas du tout eu le même type de choses. Donc, on avance sur un certain nombre de sujets et on regarde qu'est-ce qui est bien pour nos enfants, qu'est-ce qui l'est pas. On a bien vu que TikTok, Facebook se retrouve maintenant au pied du mur sur un certain nombre de sujets. Donc on voit qu'on avance au fur et à mesure parce que tout le monde est concerné. Eux aussi doivent prendre leurs responsabilités sur la modération, etc. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc faut pas dire que je comprends. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je sais. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin dans la réglementation pour interdire l'accès à la pornographie aux mineurs? Moi, je pose la question. Mais bien sûr, mais c'est ce que dit d'ailleurs la Commission, et la Commission s'en saisit, et pas que de ça d'ailleurs. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, il se passe aussi des choses qui sont absolument... regardez, TikTok, en quelques heures, vous vous retrouvez dans une spirale où vous avez un fil qui vous conduit à faire des choses qui sont tout à fait inadaptées, avec des enfants qui se retrouvent avec des idées mortifères. Enfin, vraiment, c'est absolument horrible. Alors, s'ils sont informés par leurs parents, s'il y a une discussion, mais en fait, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Les gamins se retrouvent avec leur smartphone tout seuls. Il n'y a plus d'autres adultes autour pour les aider, pour leur expliquer ce qui se passe. Et je pense qu'on a un énorme travail à faire. Et puis ils s'échangent des images. Bien sûr. Et puis ils s'échangent des conseils pour détourner la loi ou pour aller sur un site particulier. C'est pour ça que le contrôle parental ne suffit pas, puisqu'ils savent très bien le détourner. Alors, comment fait-on? Eh bien, la première chose, on les prévient la nuit. On dit aux parents... Il n'y a pas d'écran dans la chambre. On supprime le téléphone la nuit. Je vous le dis tout de suite. Absolument. Et l'adulte est un exemple. Et le parent doit être aussi un exemple dans ça. Donc ça, c'est important dès le début. Que faites-vous, parents? Dans les 10 clés dans mon livre, c'est la première chose que je dis. Et vous, parents, comment utilisez-vous votre écran pour être un exemple? L'enfant fait ce que fait le parent et non pas ce qu'il dit. Et ça, c'est la première chose. Préservons le sommeil. Pas d'écran dans les chambres, c'est indispensable pour les petits comme pour les grands et les adolescents, bien sûr. Le sommeil. Moi, je reste sur mon idée évidemment, il faut prévenir les enfants. Évidemment, il faut leur dire qu'il y a énormément de risques. Évidemment, qu'il faut légiférer pour protéger les enfants. Enfin, ça, c'est en évidence. On reviendra jamais là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Maintenant, dans le pratique, comment on fait? Puisque c'est toujours. Comment on fait? On légifère. On n'a pas encore légiféré. On enlève le téléphone à l'enfant le soir. Non, on lui explique et on n'a pas de wifi dans la chambre. On met des limites. Pas très compliqué, mais on a toujours mis des limites aux enfants pour leur expliquer. Enfin, c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est mettre des limites, c'est comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. On l'a toujours fait. Il faut donner des limites également. On l'a fait avec comment on s'adresse à nos cousins, à nos cousines, à nos profs. C'est ça l'éducation. C'est répéter. Oui, c'est fatigant. Oui, c'est difficile. Oui, il n'y a pas plus difficile que l'éducation. Oui, mais il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Mais il ne faut pas être équivoque sur les sujets et ne pas dire un jour ah oui c'est chouette, c'est pédagogique ou éducatif, ou alors ça peut apprendre
apprendre des tas de choses. Non, il faut aussi tout d'abord mettre la protection de l'enfant en avant. C'est ce que le collectif Surexposition Écran fait depuis déjà 2017. Bien, merci à toutes les deux. C'était passionnant, c'est passionnant comme sujet, évidemment. Nawal Aboub est docteur en sciences cognitives, auteur de La puissance des bébés chez Fayard, et Sylvie Duosica, pédiatre, est l'auteur de Les écrans 10 clés pour les utiliser en famille de manière raisonnée aux éditions Hatier. Merci à toutes les deux. Dans un instant, nous sommes avec Valérie Expert et Gilles Gansman. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.